20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Le vote a démarré tardivement, un blocage dû à l'interprétation des textes. La tension était vive lors de l'Assemblée générale. Le ministre des Sports, Matar Ba, qui a présidé la cérémonie, a invité les candidats à faire preuve de dépassement. Calvaire des populations de Isra 2 à Anne-Marina. Ils ne peuvent plus vaquer tranquillement à leurs occupations à cause des embouteillages et des gros porteurs entre les molles 8 et 9. Les autorités du port sont interpellées. Colère des actionnaires des ICS, ils veulent entrer dans leur fonds. Depuis 15 ans qu'ils ont acheté des actions et toujours pas une dividende encaissée. Des retraités pour la plupart, ils interpellent le chef de l'État. Hausse des prix des denrées de première nécessité à chaque veille de fête. Le directeur de l'agence de régulation des marchés rassure, il y aura suffisamment de condiments sur le marché pour la tabaski, ce qui occasionnera une baisse des prix, dit-il. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Direction le King Fahd Palace pour retrouver notre reporter Pape Farah Gning. Pape Farah qui suit pour nous l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Je vous le disais tantôt, le vote a démarré tardivement. Pape Farah, bonsoir. Pape Farah Gning. Pape Farah Gning, bonsoir. Pape Farah Gning, que vous entendrez certainement avant la fin de cette édition. Il suit pour nous l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Le vote a démarré tardivement. Le blocage, justement, je le disais, dû à l'interprétation des textes. Pape Farah, vous allez l'entendre avant la fin de cette édition. La tension était vive ce matin. Il n'a pas été de tout repos. On a constaté des tiraillements et échanges de propos aigres-doux qui ont suspendu par moments le scrutin. La pomme de discorde, l'interprétation des textes et la fiabilité du fichier électoral qui a été décrié par les adversaires de Maître Augustin Senghor. Suivant ces images de justement Pape Farah Gning et Mody Diop. Pape Farah Gning est en ligne. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir Fatima. Pape Farah, revenez un peu sur les incidents notés lors de cette Assemblée générale. Oui, tout à l'heure, donc l'Assemblée générale avait du mal à démarrer, une Assemblée générale où le dépôt, c'était Pape Amar Mbodj,
Lui, c'est le président de l'ODCAV de Mbour qui avait soulevé quelques observations, c'est-à-dire par rapport au bulletin de vote, entre autres. Mais le plus grand problème a été évoqué par Mbaye Diouf Dia, qui fait appel à l'article 34 du Code électoral pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Pour lui, l'article 34 est clair. Selon lui, si un club ne joue pas pendant 2 ans, il est exclu d'office. Il pense que 29 clubs ne devaient pas donc participer à cette élection. Mbaye Diouf Dia a parlé aussi de même de l'article 34. Pour l'instant, 342 clubs sont là pour voter pour la présidence donc, de la Fédération sénégalaise de football. Donc, tout à l'heure, le superviseur Ahmed Yaya, superviseur de la CAF, le président de la Fédération mauritanienne de football, a dit qu'il va relever tout ça et va demander, va apporter ça à la CAF. Mais aussi, il a dit que personne ne peut pas donc, empêcher le vote, sinon les sanctions vont tomber. Donc, en ce moment même, les clubs continuent de voter. Nous sommes pratiquement avec les ligues donc, régionales pour voter, mais d'ici quelques temps, peut-être les résultats vont tomber, mais c'est très très difficile et c'était très houleux. Les deux candidats n'étaient pas d'accord que des clubs fictifs votent comme ça, qui n'ont pas joué depuis plus de 4 ans. Pape Farah Gningue, le vote se poursuit donc. Pape Farah Gningue, merci. Il suit pour nous cette élection pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Le ministre des Sports, Matar Ba, a présidé ce matin l'Assemblée générale. Il a invité justement les candidats à faire preuve de retenue. Matar Ba, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Sans paix, on ne peut rien construire. Nous avons des échéances extrêmement importantes. Nous devons rencontrer le Burkina Faso en aller-retour et ça c'est un chantier énorme qui ne peut pas laisser la place à un combat inutile. Aujourd'hui c'est un jour pour la fédération, demain c'est le travail qui doit continuer et sans apaisement c'est pas possible. Nous avons suivi l'évolution, ça rentre dans le cadre démocratique, hein. Les gens sont candidats, tout le monde veut gagner, c'est tout à fait normal. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir, c'est que c'est une élection, tout simplement, mais celui qui va gagner, c'est le football sénégalais. Et si tout le monde le comprend ainsi, il n'y aura pas de difficulté, chacun va se battre avec les atouts qu'il a, mais après proclamation des résultats, c'est le travail qui doit continuer. Et dans l'unité. Je vous le disais tantôt, calvaire des habitants de Isra, de Anne Marinas, ils se disent prisonniers des embouteillages entre les molles 8 et 9 et avec les gros porteurs sur place, ils peinent même à sortir de chez eux. Les autorités du port sont interpellées. L'un d'eux, Georges Azoulay, il habite le quartier depuis plus de 20 ans. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. On vit cette situation depuis 4-5 ans, mais ça devient de pire en pire. C'est-à-dire que au début, on avait quelques temps d'attente pour passer dans les embouteillages. Aujourd'hui, il y a certains jours, on est obligé de faire demi-tour parce que c'est bloqué, qu'on ne peut pas avancer. Et on n'a pas vraiment alerté les autorités, sauf pour les camions qui se garent devant chez nous, où on a fait appel à la police pour qu'ils les fassent déménager, parce qu'on a en plus des camions qui se garent et qui viennent faire de la mécanique devant la maison. Et je plantais des arbres pour que les camions ne viennent pas. Oui. Si vous faites un peu de chemin vers le coin là-bas, vous verrez qu'il y a des épaves qui traînent dans la rue aussi. Donc il y a tout un problème d'environnement qui est vraiment absolument gênant, quoi. C'est un quartier qui mérite un peu d'égard, hein, et qu'on ne doit pas laisser à l'abandon. Faire tous les efforts possibles pour que ça redevienne un quartier sympathique, parce que c'est vraiment un quartier sympathique. Des actionnaires des ICS demandent à entrer dans leur fonds depuis 15 ans qu'ils ont acheté des actions sous le magistère de l'ancien directeur Djibril Ngom. Jusqu'à ce jour, ils n'ont encaissé aucune dividende. Ils sont pour la plupart des retraités. Ils interpellent le chef de l'État. Plus de détails avec Cheikh Anta Diop et Seylatir.
Les employés et ex-employés actionnaires des ICS se sont réunis en assemblée générale pour crier leur ras-le-bol. Ils avaient acheté des actions en 2002 du temps du directeur général Djibril Ngom. Aujourd'hui, ils fustigent le fait de n'être associés à rien. Depuis lors, ils n'ont reçu aucune dividende. Le président de l'association. Depuis le 11 octobre 2002, le personnel des ICS qui se sont regroupés au sein de l'association ont été considérés comme des employés actionnaires de la société requise. Au moment où on nous a proposé les actions, j'ai vu des gens qui ont vendu leur terrain. Des gens ont acheté des frigos, comme on dit le bouki, ils l'ont fait. Des gens ont allé dans les banques les ont soutenus. Vraiment, on a fait un effort surhumain. Des gens parlent que les ICS ont été vendus à gauche à droite, mais ça, nous n'y croyons rien. Parce que personne parmi nous n'a reçu aucune lettre qui prouve qu'il n'est plus actionnaire. Face à cette situation, ces actionnaires qui se sentent délaissés à tort interpellent le chef de l'État. Dès son accession à la magistrature suprême, ce qu'il avait dit aux Sénégalais était simple. Il est là pour réparer les injustices. Et nous y croyons, et donc nous espérons que Macky Sall fera tout pour revoir la situation des ICS. Dans leur plan d'action, ils comptent descendre dans la rue pour se faire entendre si rien n'est fait. Ces pères de famille sont retournés tranquillement chez eux, espérant entrer dans leur fonds le plus tôt possible. Au sein de l'UNACOIS Diapo, le bureau régional de Thiès est sorti de sa réserve pour dénoncer le comportement de certains commerçants qui, disent-ils, prennent des engagements au nom de leur structure. Il n'y a qu'une seule UNACOIS et elle est dirigée par Idi Thiam. Selon le bureau régional, des gens tapis dans l'ombre veulent politiser la structure. Adam Agnon, vice-président UNACOIS Diapo Thiès, est avec nos correspondants chez Anta Diop Seylati. Le bureau régional de Thiès donne ces annonces-là intempestives d'Alla Dieng et de Cheikh Dieng et de Cheikh Cissé dans les médias, lesquels usurpent le logo et le sigle de l'UNACOIS Diapo. Compte tenu de tout cela, le bureau régional de Thiès tient à clarifier qu'il existe une seule organisation répondant au nom de l'UNACOIS Diapo. Et ceci, c'est celui que dirige notre président national, Idi Thiam. Toute autre personne étrangère à notre structure s'aventurant à parler au nom de l'UNACOIS Diapo sera purement et simplement un imposteur. C'est des arnaqueurs tout simplement. L'UNACOIS n'a qu'un seul président et c'est Idi Thiam élu démocratiquement par des assemblées généraux. Donc ces gens-là, ils parlent seulement pour pouvoir corrompre les sponsors et les gens qui sont derrière pour se colmater de l'argent seulement, mais ce n'est pas au nom de l'UNACOIS. Surtout que 14 régions du Sénégal, on a la possibilité de les prendre un par un, de faire une déclaration au niveau des médias. Mais étant donné que la région de Thiès est beaucoup plus près à Dakar, nous prenons la responsabilité de prendre en charge toutes les raisons pour parler à leur nom. On dit à l'État qu'il prend toutes ces dispositions, mais au nom de l'UNACOIS, on ne doit pas permettre ce gars-là d'exister. Le marché en cette période d'hivernage, les prix des légumes tels que la carotte, la patate ou encore le poivron ont connu une hausse. Résultat, le panier de la ménagère est dégarni. Un bon thieboudienne coûte de la tête aux pieds, nous disent nos reporters Fatidien et Younous Diatta. En quittant chez elle, Ndeye Marie avait déjà en tête son plat du jour. Une fois au marché, le menu n'a pas changé. Je prépare du riz au poisson blanc, sans oublier le soul et le bugutch. Thieboudienne ou riz au poisson, un plat, plusieurs ingrédients. J'ai besoin du bon poisson tel que du vivano, du barracuda, des carottes, des navets, des choux, du guedj. Les prix des légumes dont elle a besoin ont connu une hausse. Le prix de la carotte est à 800 francs. Tout est excessivement cher au marché. Le sac de manioc coûte 25 000 francs, voire 27 000 francs CFA. Le chou coûte 30 000 francs le sac, tandis que l'aubergine est à 25 000 francs. C'est très difficile pour nous. Les temps sont durs, mais nous n'avons pas le choix. Après l'achat des légumes, la jeune dame fait le point dans une ambiance des grands jours. Rien que pour les légumes, j'ai dépensé 3 000 francs pour un bon tchèp. Il me faut au moins 10 000 francs dans mon sac. Près de la moitié de la dépense quotidienne épuisée. Son panier, ou plutôt son sac, loin d'être rempli.
Un tour chez la vendeuse de patates, le constat est le même. 500 francs. Le kilogramme de la patate est à 500 francs. Avant, avec 200 francs, on pouvait acheter 1 kilo, voire plus. J'ai acheté le sac de près de 150 kilos à 45 000. Je gagne 50 francs par kilogramme. Ndeye Marie, une habituée des lieux, sait parfaitement comment faire pour s'en sortir. Il ne me reste que 3 500 francs alors que je n'ai même pas encore acheté du poisson. Un dernier calcul, toute la dépense quotidienne épuisée. Bah ça y est, j'ai terminé mes courses. Il reste un condiment essentiel. Ndeye Marie est obligée d'utiliser l'argent gardé de côté pour payer du bon poisson séché, indispensable pour un tiep bien de chez nous. Et puis cette remarque faite à chaque veille de fête au Sénégal, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Le directeur général de l'agence de régulation des marchés annonce une ouverture du marché, ce qui selon lui occasionnera plutôt une baisse des prix. Il était l'invité du 13h. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté, Mohamed Dian. À la veille de la fête de Tabaski, les denrées de première nécessité, notamment l'oignon, ont connu une hausse des prix. Une situation que le directeur général de l'ARM, Agence de régulation des marchés, tente d'expliquer par une culture de fin de saison. Ce sera approvisionné normalement et les prix sera compétitif. Toutes les bourses auront quand même la possibilité d'acheter. On était à la fin du cycle de la production de l'oignon local, qui a commencé au début du mois de janvier et nous sommes au mois d'août, vu que la dernière variété, c'est une variété pré-hivernale, appelée le Sonza, qui n'est produite qu'à Potou. On a eu des flottements avec une demande qui est supérieure à l'offre, parce qu'avec les premières pluies, les producteurs comme aussi les prestataires de services tels que les charretiers et les transporteurs ont des problèmes pour accéder au niveau des champs. D'ailleurs, il annonce qu'à partir du 16 août, le marché sera ouvert et l'oignon sera disponible et à bas prix. Conscient de cela, on a convoqué une réunion hier au niveau de l'ARM avec tous les acteurs. On a pris la décision d'ouvrir le marché à partir de mercredi. Le mercredi, l'oignon importé sera sur le marché et Inch'Allah, la production, le marché sera couvert et le prix va connaître une baisse avant la fête de la Tabaski. Amadou Abdoulsi rassure les consommateurs que le marché sera bien approvisionné pour cette fête de l'Aïd el-Adha. Le marché de la pomme de terre, actuellement le marché est très bien approvisionné. L'importation de la carotte est ouverte depuis pratiquement un mois. Et il ne restait que l'oignon. Et l'oignon aussi, on a pris la décision d'ouvrir à partir de mercredi. Et les importateurs sont prêts pour approvisionner le marché. Il est loisible que la hausse vertigineuse des prix ne rate aucun grand rendez-vous au Sénégal, alors que la population majoritairement est confrontée aux difficultés économiques. Fatou Bintou Conté, merci. Nous nous intéressons aujourd'hui aux vendeurs à la sauvette. Ils sont nombreux dans la capitale sénégalaise. Ils écoulent leurs marchandises auprès des automobilistes, un métier qui, selon eux, leur permet de subvenir à leurs besoins malgré les dangers liés à la circulation. C'est un reportage signé Moussango. Comme plusieurs de ses camarades ici, Omar Diago a quitté son village au Saloum depuis plusieurs années pour gagner sa vie en ville. Menuisier de sa vraie formation, il a dû se rabattre sur le métier de vendeur à la sauvette sur la route de Cambérène. On esquive les voitures tout le temps. C'est un travail très difficile, mais on rend grâce à Dieu. J'ai mon métier à moi-même, mais ce n'est pas de mon gré si je suis encore ici. C'est le manque de moyens qui fait que je pratique la vente. Un mouchoir, une casquette, rien sur la tête pour se protéger du soleil. Un métier éprouvant qui ne paye pas tous les efforts fournis, mais permet à ces marchands ambulants de subsister, à défaut d'avoir mieux. Des fois, on peut gagner 20 000, 25 000, voire 30 000 francs. Pour des marchandises d'une valeur de 10 000 francs, on peut gagner jusqu'à 15 000 francs. Parfois, ce n'est pas aussi facile de gagner autant. Parfois, on rentre avec 2 000, 2 500 ou même 3 000 francs. Il y a aussi les mauvaises fortunes avec les automobilistes. Les relations sont parfois tendues. Il peut arriver qu'ils partent avec notre argent et il arrive que nous aussi, on reste avec leur monnaie. Vendeurs d'eau, de vêtements et autres petits articles de commerce, les adultes ne sont pas seuls à braver les embouteillages.
il y a aussi les enfants. Une activité au beau milieu de la circulation qui n'est pas sans risque. C'est avec les scooters que c'est le plus risqué. Parfois, ils peuvent te heurter puis s'enfuir. Les scooters roulent, ce n'est pas du tout sûr. Ça nous arrange, nous qui achetons, mais parfois, il peut leur arriver du mal. Parce que ça, ce n'est pas sûr. C'est mieux qu'ils se casent quelque part pour vendre le produit. Pour l'instant, ils courent toujours au gré des embouteillages, en attendant de trouver une source de revenus plus stable. Moussangom, merci. Direction Kolda où les feux de brousse déciment chaque année des milliers d'hectares pour limiter les dégâts. Dans le département de Médina Yoro Foulah, les acteurs de la protection de ces forêts ont ouvert un pare-feu entre les massifs forestiers de Saré Bodio et de Médinatoul Salam, un pare-feu d'une longueur de 197 km. C'est une correspondance d'Abdoulaye Diallo. Les feux de brousse et l'exploitation abusive des ressources forestières constituent une menace réelle contre la biodiversité dans les forêts de la région de Kolda. Des acteurs de la protection de ces forêts ont défriché un pare-feu d'une longueur de 197 km pour limiter les dégâts dans la forêt de Médina Salam Dinga. Les feux de brousse sont trop fréquents au niveau de cette zone. Donc le projet a décidé d'ouvrir un pare-feu de 197 km entre les forêts de Saré Bodio et Médina Salam Dinka. C'est un pare-feu périmétral d'une largeur de 25 mètres donc sur 197 km pour lutter contre les feux de brousse. On a utilisé donc l'anacarde pour reboiser ce pare-feu, c'est-à-dire pour le sécuriser. Il s'agit de 2 lignes sur 20 km. Ça nous fait 40 km de reboisement. Pour aider un peu aussi la population riveraine de ces massifs-là à avoir un peu de revenus. À part ce feu de brousse-là, il y a aussi le trafic illicite du bois de veine dans la zone. Parce que chaque année, nous tirons la sonnette d'alarme pour demander à l'État du Sénégal de multiplier les moyens par 100, voire 1000. C'est que tant que les agents des eaux et forêts ne sont pas mis dans les conditions aussi, il leur sera très difficile de venir à bout de ce trafic. Et je pense qu'aussi il y avait une convention qui liait aussi les différentes forces de l'ordre du pays. Cette convention a été déjà signée et il faut mettre en exécution cette convention parce que l'État du Sénégal a les moyens de lutter contre ces délinquants forestiers. Ce qui se passe dans nos forêts inquiète plus d'un à Kolda. Avec tout ce qu'on dispose de force, qu'un petit État comme la Gambie nous crée des problèmes ici. La Gambie n'a qu'à prendre ses responsabilités à l'intérieur de son territoire pour quand même sauvegarder cette forêt de la Casamance où nous sommes tous concernés. La forêt de la Casamance concerne aussi bien la Gambie que le Sénégal. Après le bois de veine, les trafiquants ont rajouté à leur produit le capoquier, qui est une espèce de bois très prisée. Nous restons dans le sud du pays. La connaissance des arbres fruitiers sauvages qui poussent en Afrique de l'Ouest et leur utilité sociale et économique s'impose aux étudiants en agroforesterie de l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi aux populations de la région de Casamance qui peuvent les mettre en valeur, ce qui n'est pas encore le cas. Et pour corriger cet état de fait, l'université de Ziguinchor a organisé un colloque de 3 jours. Plus de détails avec le docteur Omar Sy. Il est interrogé par notre correspondant Boubacar Diassi. Nous sommes ici à Ziguinchor et dans le département d'agroforesterie. Le département d'agroforesterie, effectivement, c'est un des fleurons de cette université. En ce sens qu'il a été initié ce département pour effectivement prendre en charge aussi les potentialités qui existent dans cette région. C'est le préalable dans un département d'agroforesterie. La connaissance des espèces sur leur distribution, la biogéographie, etc. Ça, ce sont des préalables. Et cette région, effectivement, regorge d'énormes potentialités. Mais si ces potentialités ne sont pas connues, si ces potentialités ne sont pas exploitées, si ces potentialités sont mal exploitées, il va s'en dire effectivement qu'on ne tirera pas les meilleurs de ces ressources-là. Et raison pour laquelle le travail que le département d'agroforesterie est en train de faire est énorme et louable. Et je précise que ce département d'agroforesterie est en train d'appuyer et très fortement les organisations de femmes qui interviennent dans la valorisation et la transformation des fruits et de ces fruits. Et on va monter en puissance et essayer de voir comment renforcer tout cela. L'autre aspect que je voulais ajouter, c'est qu'aussi c'est une déclinaison de la politique nationale consistant effectivement à donner plus de ressources aux populations et par elles-mêmes.
Éducation toujours, 5000 étudiants seront formés à la rentrée de l'année académique 2018-2019 dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Richard Toll. Le ministre de l'Enseignement supérieur a installé le comité de pilotage Marito Ounian que nous allons écouter au micro de Ousseynou Diop à Bibsek. Alors, l'orientation de l'ISEP de Richard Toll, c'est l'agriculture au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production végétale, ce qui concerne aussi la production animale et laitière, ce qui concerne aussi l'aquaculture, c'est tout ce qui concerne le machinisme, qu'il s'agisse du machinisme agricole ou de maintenance des équipements liés à la transformation agroalimentaire. L'ISEP de Richard Toll, c'est aussi le tourisme, et puis beaucoup d'autres métiers connexes à ces métiers-là. Alors, l'ISEP est programmé sur 2 étapes. La première, ce sera pour 3000 apprenants. Vous savez, au niveau des ISEP, on utilise plutôt le mot apprenant pour les distinguer des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants, c'est des apprenants. Et à la fin du projet, nous aurons 5000 apprenants. Donc, c'est un des ISEP les plus importants dans ce réseau des ISEP, avec l'ISEP de Thiès et plus tard avec l'ISEP de Diamniadio. Jeux de la francophonie Abidjan 2017, le Sénégal a remporté au total 27 médailles dans le domaine des arts et de la culture. La délégation sénégalaise est rentrée avec 3 médailles, 2 en argent et 1 en bronze. Les acteurs demandent plus de moyens pour la prochaine édition. C'est un reportage de Ibou Diouf, Pape Sangonembaye. Jeux de la francophonie 8e édition, Côte d'Ivoire 2017. Une première consécration du Sénégal avec 3 médailles dans le domaine des arts et de la culture. Écoutez, je pense que la participation de la délégation sénégalaise aux Jeux de la francophonie a été globalement satisfaisante. Bon, nous, pour ce qui nous concerne plus spécifiquement pour la culture, on a eu 3 médailles. Mais bon, c'est les 3 médailles, ce sont quand même les premières médailles qu'on obtient aux Jeux de la francophonie. Au cours desquels j'ai représenté le Sénégal dans la catégorie chanson et alhamdoulilah, on est revenu au pays avec une médaille d'argent. Alhamdoulilah, je suis médaillé d'argent pour les 8e Jeux de la francophonie en catégorie peinture pour les jeunes artistes de moins de 35 ans. Une participation honorable qui donne plus de motivation aux différents acteurs. Je pense que le Sénégal regorge de talent dans tous les domaines, dans toutes les catégories d'expression artistique. Et cela revient aux autorités d'encadrer ces jeunes-là. Et donner encore plus de moyens aux gens, parce qu'on remarque que la plupart des gens qui remportent des médailles, qui ramènent des prix à leur pays, ce sont des gens qui ont été préparés pendant un long moment. Donc je crois que c'est assez important, parce qu'il faut savoir qu'au Jeux de la francophonie, les médailles en culture ne sont pas faciles à obtenir. Je vous dis que c'est la première fois que le Sénégal obtient des médailles en culture aux Jeux, ce qui d'ailleurs étonne tout le monde. Mais bon, ça montre que ce n'est pas très facile. Demander plus de moyens pour une brillante participation. Et il y a une tranche d'âge qui est concernée, ce sont les 18-35 ans. Et donc je crois qu'il serait bien de les détecter assez tôt, de les préparer. On gagnerait quand même à avoir des cadres d'expression qui nous permettraient en tant que jeunes quand même de pouvoir améliorer donc, notre niveau. Donc c'est peut-être de continuer sur la lancée là, parce qu'eux-mêmes ils ont vu c'est la première fois. En culture, parce qu'en sport, ils ont toujours remporté des médailles. Nous sommes en fait conscients en tant que jeunes que nous devons assurer la relève et qu'aujourd'hui nous sommes au siècle en fait, de la créativité et de l'image. Et donc, pour aller plus loin, obligation de résultats, obligation de moyens. Avec un total de 27 médailles, le Sénégal a remporté 3 médailles dans le domaine des arts et de la culture. Une première qui aiguise les appétits. Ibou Diouf, merci. Nous allons à la découverte de Vincent Cabel, finaliste lors du championnat de France 2017 de dessert à l'assiette. Cet apprenti pâtissier qui adore la cuisine ne cesse de progresser dans son domaine. En visite à Dakar, Aïssatou Paye et Moudou Diop l'ont rencontré. Reportage. Très tôt, Vincent Cabel a su faire son choix. Métier cuisinier, un choix jamais regretté. J'ai commencé par un CAP, ensuite un bac pro. Donc en France, on fait une alternance, c'est-à-dire qu'on va à l'école et en entreprise. Donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait ça. Et à ce moment-là, j'ai décidé de passer le concours un des meilleurs apprentis de France en cuisine. Et donc j'ai été lauréat en 2015. Ensuite, cette année, j'ai entamé une année de dessert à l'assiette. Et donc j'ai entamé le championnat de France du dessert à l'assiette aussi. Et donc j'ai fini vice-champion de France en 2017 donc.
Plusieurs récompenses grâce à une formidable volonté. Depuis tout petit, son dada concoctait de petits plats. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit. J'aime bien quand j'avais les grands repas de famille, qu'on invitait du monde, qu'on partageait, etc. Ça m'a toujours plu. Et après, je me suis dirigé vers la pâtisserie parce que pendant le concours Un des meilleurs apprentis de France, j'ai découvert ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que je trouve qu'on peut vraiment créer de choses à partir de produits de base, donc de la crème, du lait, de la farine. Et on peut vraiment créer toutes les formes qu'on veut. Vincent compte continuer ses études, spécialité pâtisserie, pour créer encore des délices de gourmets. Je fais de la pâtisserie, je me suis dirigé maintenant vers la pâtisserie. Et je vais faire l'année prochaine un CAP pâtissier, donc pour apprendre vraiment les bases de la pâtisserie française en 1 an. Et donc j'entamerai cette année-là au Ritz à Paris. Il a déjà commencé à sillonner le monde, le Sénégal, un pays qu'il vient de découvrir, de même que ses produits locaux. C'est vraiment c'est différent, mais c'est vraiment bien. J'aime bien la mentalité des gens. Tout le monde est souriant, gentil. Enfin, je trouve vraiment ça bien et pour l'instant j'aime bien. Découvrir des fruits que j'ai pas encore, que j'ai jamais découvert. Je saurais pas vous dire les noms. Je crois qu'il y avait de la racine de baobab par exemple. C'est vrai qu'on retrouve les produits qu'on retrouve en France comme la mangue, le citron vert, les ananas, etc., la coco. Mais au moins ça vient directement de là, donc on goûte vraiment des fruits qui ont vraiment un autre goût. Je trouve ça bien. Des projets plein la tête pour réaliser un rêve de gosse. Plus tard j'aimerais bien être chef, ça c'est sûr. Après où et quand je sais pas. Mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc j'aimerais vraiment apprendre en France pas mal de choses. Et après, une fois que j'aurai acquis plein d'expériences, là je pense que j'irai voyager à l'étranger pour partager mon savoir et voir d'autres choses qui pourraient m'apporter un plus dans ma pâtisserie. Voilà. Vincent Cabel a déjà gagné le titre de meilleur apprenti de France en cuisine. Belle carrière en perspective. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.